Bonjour à tous, je suis Nathalie Côté, je suis chez Bonitasoft, je suis ergonome depuis 5 ans chez Bonitasoft et depuis 1 an, j'assume aussi les fonctions de Product Owner dans la méthodologie agile en lien entre le marketing et la recherche et développement. Je voudrais m'assurer que tout le monde m'entend bien. J'attends encore juste un petit instant. Donc, cette présentation est destinée à des personnes qui travaillent dans des projets de développement avec Bonita ou des projets de développement dans une SI. Je vous entends parfaitement bien, merci beaucoup. Et l'idée ici, c'est de faire un petit point sur la collaboration entre l'ergonome et les développeurs, de vous donner quelques points de compréhension de l'ergonomie, la différence qu'on peut faire entre l'ergonomie, la user experience, le user interface, et puis de voir ensemble ce qu'il est possible de faire avec des conseils assez précis, et puis ce qu'il est possible de faire soit avec les logiciels que vous développez, soit avec Bonita, la plateforme que nous développons et que nous vous proposons ici chez Bonitasoft. Donc c'est à la fois un retour d'expérience et à la fois un partage d'informations sur l'ergonomie. La première chose, je vais vous faire mon petit sommaire, donc le résumé de ce que vous allez apprendre, et puis il était une fois, à la manière d'un conte, le retour d'expérience de l'ergonome, et puis les péripéties, le retournement de situation qui fait que finalement on arrive à trouver notre voie en travaillant avec les développeurs, aussi bien dans une SI que dans une société de services en informatique, dont j'ai fait partie pendant 10 ans. Et puis au final, ce qu'il faudra retenir de tout ça avant vos questions. Alors en résumé, on pense que l'ergonomie, c'est compliqué. C'est vrai que faire quelque chose qui est facile à utiliser, c'est pas toujours évident. On se dit que ça peut être du bon sens, mais que finalement, quand on a le retour des utilisateurs, on n'est pas toujours bien content de ce qu'on a pu faire. On entend des choses comme useful, desirable, valuable, accessible, credible, findable, usable. Il y a beaucoup de choses qui veulent définir l'ergonomie. Donc l'ergonomie, c'est s'adapter à l'utilisateur. C'est surtout un terme qui vient des situations de travail avant d'être un terme qui s'est aussi appliqué à toutes les applications de loisirs. Donc ce qu'on veut au départ, c'est que le travail soit adapté aux travailleurs et qu'on n'attende pas trop d'adaptation du travailleur au-delà des formations qui lui sont dispensées. Donc du coup, ça se traduit aussi par une meilleure connaissance de l'utilisateur avant tout. Donc finalement, c'est vraiment un métier propre que pas tout le monde peut faire. C'est des compétences propres et elles sont complémentaires avec la gestion de projet, avec le développement informatique et surtout avec l'équipe qui gère nos clients ici chez Bonitasoft, puisqu'on veut vraiment arriver à bien connaître nos clients pour pouvoir leur proposer un logiciel qui est adapté. Donc l'idée ici, c'est de se concentrer sur ce qu'est la valeur perçue, parce que faire quelque chose qui va être ergonomique, qui va fournir une bonne expérience utilisateur, la fameuse user experience, c'est avant tout que l'utilisateur s'aperçoive que ça colle bien avec son besoin, avec ce qu'il connaît, avec ce dont il a l'habitude, et surtout que ça lui permet de faire son job quand on est sur des applications métiers. On s'aperçoit aussi que c'est une grosse différence de point de vue. Ne serait-ce que percevoir l'utilisateur pour un développeur, c'est pas la même perception que pour un vendeur, c'est pas la même perception pour un chef de projet ou quelqu'un qui s'occupe de bichonner le client. Donc finalement, on va aussi parler de cette différence de point de vue. Et puis finalement, faire ergonomique, c'est aussi un état d'esprit. C'est se rendre compte qu'il faut vraiment shifter son point de vue entre être vraiment focalisé sur la technologie et la gestion des données, et se focaliser sur l'utilisateur, ce qu'il attend, ce qu'il veut faire avec le produit, etc. Donc, chacun de ses compétences, on s'aperçoit que dans les équipes de développement, il y a une très grosse focalisation sur la technologie, sur la gestion des données, sur pas mal de paramètres techniques dont je ne comprends pas grand-chose, mais que vraiment il y a une complémentarité avec l'ergonome ou chef de projet qui, eux, sont très focalisés sur l'utilisateur. Donc l'état d'esprit, c'est aussi d'embarquer toute l'équipe de développement dans cette refocalisation vers l'utilisateur.
Donc la différence entre ergonomie et user experience, il n'y en a pas. C'est vraiment favoriser l'expérience de l'utilisateur sur une expérience de travail ou une application métier ou tout type de logiciel. La UI est un petit peu différent, elle joue un rôle dans la user experience, mais c'est tous les écrans que vous allez développer et avec lesquels l'utilisateur va interagir. Là, je parle d'écran puisque Bonita est surtout une application logicielle, mais on peut aussi avoir des interfaces qui sont audio, de la commande vocale, de l'interface audio où la machine nous parle et on lui répond. Vous avez maintenant l'expérience de Siri sans doute, ou de Google Home ou des choses comme ça, qui s'améliorent de plus en plus et qui deviennent vraiment intéressantes. Il peut y avoir des interfaces tactiles, il peut y avoir toutes sortes d'autres interfaces. Nous, on va se concentrer sur les interfaces écran. Donc, c'est pas compliqué. Le résumé, c'est que c'est surtout de l'expérimentation in vivo. Depuis 5 ans chez Bonita Soft, on a essayé pas mal de choses pour mieux travailler ensemble avec le développement, avec les équipes projet. Et il y a toujours des choses à améliorer, à peaufiner, à tenter, à expérimenter. Donc le but, c'est aussi de se construire un cadre dans lequel on se donne la possibilité d'expérimenter. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Donc en faisant ce mélange entre les différentes compétences et différentes sensibilités, moi ce que j'espère obtenir, c'est pas tout à fait un précipité, là dans le vocabulaire de la chimie, où l'un des deux héros serait complètement éjecté, mais plutôt quelque chose de l'ordre de l'émulsion, où on arriverait à vraiment travailler ensemble pour produire de la valeur pour nos clients et nos utilisateurs. Donc dans le « Il était une fois », c'est vraiment au début de l'humain, on parlait des points de vue. On va voir le point de vue de l'ergonome, c'est déjà son cursus. On commence toujours par faire des sciences cognitives. Donc c'est très large et on apprend surtout à voir comment le cerveau peut fonctionner à la manière d'un ordinateur. Donc on aborde beaucoup de points différents et on apprend notamment que tous les cerveaux fonctionnent selon un modèle qui est là, ici, simplifié pour l'exercice, mais qui va guider beaucoup de choses dans la conception d'un parcours de navigation et de tous les éléments qui doivent apparaître sur un écran pour que l'expérience de l'utilisateur, l'interaction, voilà le mot que je cherchais, soit bonne avec l'utilisateur. Donc on démarre par un focus attentionnel. Il faut attraper l'attention visuelle de l'utilisateur. Là, bon, ça va être avec la vue. Ensuite, ça lui permettre de décoder facilement l'information. Et pour ça, il faut savoir qu'on a tous des croyances et des souvenirs qui vont guider en fait ce qu'on cherche et la façon dont on va décoder les choses. D'où l'intérêt de comprendre qui sont les utilisateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, de savoir quelles sont leurs croyances sur une technologie ou une page ou une application donnée. Donc, tout le monde arrive avec un bagage et utilise ce bagage pour essayer d'appréhender une scène visuelle. Ensuite, il va falloir favoriser la prise de la bonne décision. Quel est le bon contrôle à fournir? Donc, la prise de décision, elle va être dans beaucoup d'explications, beaucoup d'aides. Et l'action, ça va être de fournir les bons contrôles. Ensuite, de pouvoir donner un feedback qui soit positif, c'est-à-dire juste un feedback de confirmation, que ce soit un warning parce que quelque chose pourrait mal se passer ou un message d'erreur. Le feedback est nécessaire pour toute action de l'utilisateur. Sinon, il va croire que l'action n'a pas été prise en compte. Peut-être qu'il va la répéter, peut-être qu'il va faire autre chose pour comprendre si tout s'est bien passé. Du coup, il va perdre du temps et peut-être même là favoriser les erreurs. Le feedback, lui, va rediriger le focus attentionnel et ensuite on repart sur une boucle de décodage, prise de décision, action, jusqu'à ce que l'utilisateur sente que son action a été exécutée et qu'il peut passer à autre chose. On a aussi ce focus attentionnel sur le feedback qui va aller nourrir à nouveau les croyances et les souvenirs pour que la prochaine fois que l'utilisateur vient sur votre interface, il soit beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace et réutilise les croyances et les souvenirs qu'il a accumulés sur votre application. Donc ça, c'est la façon dont fonctionnent tous les cerveaux, que ce soit le vôtre ou ceux de l'utilisateur. Donc c'est quelque chose qui nous unit entre l'équipe de conception d'implémentation et l'utilisateur. Donc ensuite, l'ergonome, il va faire des études sur l'ergonomie cognitive. C'est-à-dire comprendre que finalement, on est dans une situation de travail. Donc pour l'instant, moi, c'est mon focus. Je ne fais pas du B2C, mais du B2B. Et donc, c'est savoir que finalement, beaucoup de choses entrent dans la situation de travail, que ce soit le management, les conditions globales, les espaces de conception, et puis l'organisation du travail. Et donc, notre application, elle vient simplement en tant qu'un outil dans tout cela.
Donc, dans la conception, on a l'espace et les outils, et l'application n'est qu'un outil finalement. Donc, redonner sa place aussi, quand on est une équipe de développement, on a souvent tendance à croire que les utilisateurs vont tomber red dingue de notre produit parce qu'on a mis tout notre cœur et tout notre ego dedans. Et finalement, ce n'est pas souvent ce qui se passe. L'utilisateur, il est concentré sur ce qu'il a à faire et il espère juste que l'outil va l'aider, soit parce qu'avant, ce n'était pas possible, soit l'aider à faire mieux, c'est-à-dire avec moins d'erreurs ou en moins de temps, ou etc. Donc, on est juste humblement un outil dans toute cette chose-là, toute cette situation. Donc, en fait, l'humain, son équipe, son entreprise fonctionne par des buts, des sous-buts et des tâches. Quand un utilisateur arrive devant une interface graphique, en fait, il a des buts en tête, il a des croyances et des souvenirs, mais aussi un objectif. Donc, on va modéliser ceci par cette dame. Et c'est comme si faire son travail, c'était gravir les marches d'un escalier. Tout en haut de l'escalier, donc là, on prend l'exemple d'une équipe de support client. Tout en haut de l'escalier, il y a les buts de l'entreprise, il y a les sous-buts de l'équipe et il y a les tâches de l'employé. Donc, par exemple, l'entreprise veut croître, elle veut satisfaire ses clients. Du coup, pour l'équipe support, il faut pouvoir répondre aux tickets avec pertinence et dans les temps qu'on a donnés à notre client. On a souvent des SLA et donc il faut pouvoir répondre rapidement et avec pertinence. Du coup, l'employé, ce qu'il va avoir, c'est un écran avec une liste de tickets. Il faut que cet écran arrive à trier, à lui proposer les informations dont il a besoin pour pouvoir faire ce travail de façon efficace et pertinente. Donc, l'utilisateur va aussi avoir des buts, des sous-buts et des tâches. Et chaque écran va lui permettre d'avancer sur l'accomplissement d'une tâche, qui va lui permettre de compléter des sous-buts, qui va lui permettre de compléter les buts, qui va s'inscrire dans les sous-buts et les buts de l'équipe, qui va ensuite servir les buts de l'entreprise. Donc, tout est très imbriqué. Il faut qu'à chaque écran, on sache à quoi va servir les informations qu'on va donner et recueillir dans l'accomplissement de ces tâches. Traiter un ticket dans une liste ordonnée, voilà la tâche que l'employé du support va devoir réaliser. Donc ensuite, sachant qu'on est juste un petit outil dans toute cette situation de travail, l'ergonome peut aussi se spécialiser dans l'ergonomie du numérique. Il y a des ergonomes qui sont plus sur la situation de travail. Vous avez entendu parler des TMS, des risques psychosociaux. Ça fait aussi partie des capacités d'un ergonome quand il a fini ses études d'ergonomie. Mais là, on part vers l'ergonomie du numérique. Donc, dans l'ergonomie du numérique, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre une chose très importante, c'est aussi l'un des résumés, c'est-à-dire que coder pour autrui, c'est s'intéresser à l'expérience de l'utilisateur. On ne peut pas se mettre dans les baskets de notre utilisateur. Ici, chez Bonitasoft, notre première cible, c'est les développeurs dans les équipes de systèmes d'information de nos clients. Malgré tout, on ne peut pas se mettre dans leur basket. C'est-à-dire que les buts, les sous-buts, les tâches ne sont pas les mêmes que les nôtres qui sont de construire un logiciel. Dans l'utilisation du logiciel, il y a beaucoup de choses qui nous échappent et qu'on ne peut pas intuiter, sinon en allant faire des recherches sur le terrain et en essayant de mieux comprendre nos utilisateurs. Donc, coder pour autrui, c'est s'intéresser à la user experience. Si vous faites partie d'une équipe de système d'information, d'IT, vous devez apprendre à mieux connaître vos utilisateurs pour exactement comprendre quel rôle va jouer votre application dans la réalisation de leurs tâches, de leurs sous-buts, de leurs buts. Savoir aussi qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc l'idée un petit peu, c'est de se dire qu'on a un logiciel, une application, et que si on est vraiment très centré sur les données ou sur la technologie, notre utilisateur, il va en baver, parce que voilà tout le chemin qu'il doit parcourir pour comprendre et utiliser le logiciel et l'application. Et la formation, ça fait aussi partie du chemin pour aller comprendre le logiciel et l'application, et parfois on aimerait bien pouvoir s'en passer. Évidemment, certains logiciels, et Bonita en fait partie, sont d'une telle complexité, avec un tel nombre de fonctionnalités, qu'une formation de départ est toujours la bienvenue. Mais il faut qu'ensuite l'utilisateur, dans sa lancée, puisse utiliser le logiciel ou l'application de façon autonome, le plus possible. Donc ça, c'est compliqué. Et l'ergonomie tire l'équipe de développement et l'équipe projet vers une conception centrée utilisateur, la User-Centered Design en anglais, pour que finalement ce soit le logiciel ou l'application qui fasse le plus de chemin vers l'utilisateur pour que du coup, il ait moins d'efforts à fournir et qu'il ait plus de facilité à arriver à ses fins. Donc, il sourit. Ensuite,
Quelques chiffres sur l'ergonomie du numérique. On sait que 68% des utilisateurs abandonnent un site avec l'impression qu'on ne se soucie pas d'eux. Il n'y a pas eu assez d'intérêt qui leur a été porté. C'est-à-dire que l'équipe de conception a façonné quelque chose qu'elle pensait intéressante. Elle a mis à nouveau tout son cœur, tout son ego pour faire quelque chose de bien, mais sans assez d'égard pour les utilisateurs finaux. 97% des utilisateurs citent la facilité d'utilisation en facteur principal de choix d'une application métier, même si les achats pourront mettre d'autres éléments en balance, évidemment. Et on pense que d'ici à 2020, l'expérience utilisateur sera un différenciateur parfois plus important que le prix d'une application ou d'un logiciel. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on apprend dans nos études en ergonomie du numérique? Des choses que je ne vais pas détailler ici, mais simplement vous faire la liste de tout ce qu'on appelle des principes de conception d'IHM, tout ce qu'il faut savoir de l'incitation au groupement, au feedback dont on a parlé, la lisibilité, essayer de faire moins de charges de travail pour l'utilisateur quand il utilise votre logiciel ou votre application, donner un contrôle explicite à l'utilisateur, c'est-à-dire jamais le laisser en attente d'une action que le système est en train de faire sans avoir des moyens de comprendre ce qui se passe ou d'agir. Par exemple, le bouton Cancel est toujours le bienvenu. Il y a aussi l'adaptabilité. Il faut qu'on soit flexible pour tous les utilisateurs de votre logiciel. Et puis faire des gestions des erreurs, c'est-à-dire protéger contre les erreurs, donner des messages d'erreurs de qualité, permettre de corriger les erreurs facilement. Et puis des choses comme l'homogénéité, la signifiance, la compatibilité, bref. Comme je vous le disais, ergonome, c'est un métier, il y a des choses qui sont compliquées à gérer et surtout de traduire. Là, on a des principes, mais comment traduire ça dans une page qu'on est en train de faire dans une application pour que l'utilisateur s'y retrouve. Donc ça, voilà, ce sont des guides pour les ergonomes, mais en aucun cas, il est possible de faire en sorte qu'une équipe de développement puisse s'approprier et mettre en pratique ces principes-là. Donc, ce qu'on voudrait arriver à faire, c'est quelque chose d'itératif. C'est pour ça que l'agilité et l'ergonomie, pendant un bon moment, n'ont pas fait bon ménage. Mais finalement, on arrive, en étant ergonome dans une entreprise, à vraiment prendre l'avantage sur ces modes d'implémentation itérative, où on va procéder par prototype, et donc faire des analyses de ce qu'il faudrait faire pour les utilisateurs, les observer, utiliser, une fois que l'implémentation a été faite, pour reboucler et arriver à un niveau, comme je vous disais, de qualité perçue qui soit satisfaisant. On a laissé tomber l'idée d'avoir des applications, des logiciels 100% parfaits sur le plan de l'ergonomie. C'est pas tenable, c'est un idéal qu'il faut lâcher. Par contre, on peut arriver à quelque chose de suffisant. Et par suffisant, eh bien, c'est pas l'équipe de conception qui peut dire que c'est suffisant. C'est après avoir testé et retesté avec des utilisateurs, parfois les mêmes, parfois différents d'un prototype à un autre, qu'on peut se dire qu'on estime que c'est suffisant. Donc, vous allez voir ça. Donc, l'ergonome, ensuite, il sort de ses études et il se dit qu'il va travailler avec des développeurs qui sont des magiciens, qui permettent à partir de rien ou d'un début de conception ou d'un cahier des charges, de pouvoir façonner, par exemple, notre studio chez Bonita, notre UI designer, par exemple, et qui va permettre à nos utilisateurs de façonner des applications comme là on les a. Donc une application métier basée sur des données de processus, mais aussi sur des données métiers, qui va permettre à des utilisateurs de faire avancer leurs tâches, leurs sous-buts, leurs buts, par le biais des développeurs chez nos clients. Donc ça, pour moi, pour tous les ergonomes, travailler avec des développeurs, travailler avec des magiciens et faire des choses fabuleuses. Ici, on a une vue de notre portail utilisateur, qui est une des applications que les utilisateurs peuvent utiliser dans un but purement d'exécution des tâches. Et puis les développeurs, c'est aussi ça leur quotidien, c'est-à-dire que de cette matière première qui est le code, vous arrivez à faire des choses magiques pour les utilisateurs. Juste un petit retour sur le but de Bonita, c'est un développement d'applications low-code, un acteur dans la transformation digitale des entreprises, mais de la base, c'est-à-dire la gestion des processus métiers avec Bonita. Donc un acteur sur ces trois domaines fondamentaux dans les entreprises aujourd'hui. Donc je disais la matière première. C'est vrai que les développeurs ne sont pas forcément comme des magiciens, mais par contre il y a une tendance qui est de se voir comme des artisans, le software craftsmanship.
Mais c'est vrai qu'un artisan, même s'il a une matière première qui va essayer d'avoir de la meilleure qualité possible, donc ici de la terre pour fabriquer une poterie, on se rend compte, donc ça c'est une petite blague qui a été popularisée par Don Norman, que même avec une super matière première, quand on ne fait pas tellement attention à comment notre objet va être utilisé, on peut arriver à des objets qui ne sont pas utilisables. Évidemment, ça a été fait que pour la blague, c'est une image. Donc Bonitasoft, finalement, se focalise sur la notion du développeur comme d'un héros. Donc c'est vrai qu'à partir de rien, on fabrique des choses qui vont avoir une grosse valeur ajoutée pour l'entreprise au global. Et moi, j'ai joué sur cette image de héros en disant que le héros a des qualités uniques, comme une logique implacable, le sens des responsabilités, de l'empathie, du courage et de l'humilité. Donc c'est vrai que chez Bonitasoft, cette entreprise a été construite autour de l'équipe de R&D et c'est vrai qu'elle a une grosse prédominance dans la décision de ce qu'il faut faire, comment le faire et à quelle fin. Donc là, en parlant d'humilité, on essaye aussi de retourner un état d'esprit, on parlait des points de vue, et de se dire que finalement on est au service de l'utilisateur. Donc le Superman, ça va être ma modélisation du développeur, mais le Superman doit aussi mettre en pratique sa notion d'humilité. Et ce n'est pas toujours évident. Par exemple. Donc les péripéties, ça c'était le début de la collaboration dans une SS2I en disant je suis aussi une Wonder Woman, je peux aussi être un super-héros parce que j'ai des compétences qui sont complémentaires avec les développeurs. Donc on essaye de construire des projets en collaboration avec des développeurs.net à l'époque, mais finalement on se rend compte que l'ergonomie est souvent proposée comme une option. Quand on rédige une proposition commerciale, on se dit « Ah oui, et si vous voulez, on peut aussi vous la faire facile à utiliser. » Donc ça ne fonctionne pas. Donc on se dit que peut-être les développeurs ne sont pas éduqués comme les ergonomes et de se dire que non, ils ne sont pas programmés pour la collaboration avec d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires. Donc peut-être qu'un développeur se voit comme un héros autosuffisant ou peut-être dans une équipe de héros autosuffisants. Mais c'est pas grave, on fait face à des lieux communs qu'on va essayer petit à petit de démonter. Par exemple, tout le monde a du bon sens. L'ergonomie, c'est du bon sens. Ou l'expérience utilisateur, c'est un vernis optionnel qu'on va poser sur les fondations technologiques. Ou alors on se dit que finalement ce n'est pas une compétence complémentaire, mais c'est une contrainte supplémentaire en temps et en coût. Quand le temps presse, et évidemment pour tous les projets, le temps presse. Donc l'ergonome n'est pas toujours vu comme une ressource bienvenue dans un projet. Par exemple, le manager que j'avais dans ma SS2I disait que j'ai toujours cru que l'ergonomie, c'était le bon sens paysan. C'est-à-dire que tout le monde a du bon sens et tout le monde peut fabriquer une application, un logiciel, des écrans qui seront faciles à utiliser puisqu'on est tous des humains. Donc comme vous l'avez vu, on partage des caractéristiques communes dans la façon dont notre cerveau fonctionne, mais aussi on a des buts, des sous-buts, des tâches à accomplir qui nous différencient. Donc non, ce n'est pas que du bon sens paysan. Donc ce qu'on fait au début, on ne fait pas d'ergonome, on ne fait pas d'interaction avec les utilisateurs, on va avoir des specs, on fait un POC de faisabilité technique, on va pouvoir le faire techniquement, on fait une version alpha qui va marcher, on corrige des bugs, on sort une version bêta qui pour nous est sans bug, on teste end-to-end de façon fonctionnelle et technique et on sort. Parfois, souvent, on a des retours des clients qui sont finalement douloureux, puisque l'équipe a fait avec sa meilleure volonté, a fait du mieux qu'il pouvait dans le temps et les ressources imparties, mais ne rencontre pas ses utilisateurs. Donc, on a des retours, on essaie de refaire, alors que finalement, on était déjà passé à autre chose. Donc, c'est très douloureux et pour une SS2I, ça veut dire qu'on fait des avenants au contrat et que finalement, le projet dure beaucoup plus longtemps et va coûter beaucoup plus cher aux clients que ce qu'on avait prévu au départ. Donc, on se dit, OK, l'ergonomie, c'est un boulot à part entière. C'est un vernis qui est nécessaire et pas optionnel. Et on garde le reste, c'est-à-dire que les fondations sont toujours technologiques et c'est toujours une contrainte, mais comment on peut faire pour gérer ce vernis et ces contraintes? Donc du coup, pour poser un vernis ergonomique, ce qu'on peut faire, c'est décider qu'on va prendre un consultant en ergonome en dernier recours. Une fois qu'on a tout fait, on a tout testé, et on va chercher une validation ergonomique par exemple, un consultant.
Donc, on lui présente toute l'application, on lui dit pour qui c'est fait, quand on le sait, quand on connaît les utilisateurs, et on va lui demander soit de faire un audit expert, soit alors de faire des tests d'utilisabilité. Finalement, ce qui va se passer, c'est que l'équipe de développement va nous dire est-ce que c'est user-friendly ou est-ce que c'est sexy. Ce qui nous conduit, nous les ergonomes, à proposer des rapports d'ergonomie. On va lister les risques, on va les trier par des risques de 0, c'est une faute d'orthographe, jusqu'à 4, l'utilisateur est resté complètement planté et il n'est pas du tout arrivé à faire sa tâche. Et donc, ce genre de rapport, finalement, est censé orienter l'équipe de développement sur ce qu'il faudrait améliorer en premier, mais on se rend bien compte que c'est totalement insane en anglais. C'est incroyable, c'est impossible finalement de faire le tri dans tout ça et de se remettre en route pour traiter tout ça alors qu'on est déjà parti sur le développement d'autres fonctionnalités, voire un autre produit, enfin bref. Donc on se dit qu'on n'améliore pas grand-chose. Dans le temps qui nous reste, eh bien, on fait le plus facile à faire, disons. On va documenter, on va former pour essayer de boucher les trous pour que l'utilisateur ait une expérience pas trop désagréable. Donc l'application va sortir, mais personne n'est fier parce que finalement on a su à la dernière minute que ça n'allait pas fonctionner comme on l'aurait espéré. Et tout le monde va maudire le coupable qui est l'ergonome, puisque finalement c'est lui qui nous a apporté la mauvaise nouvelle. Donc finalement on arrive à se dire que l'ergonomie c'est une composante qui est nécessaire et qui doit être intégrée, pas juste rajoutée, mais intégrée. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Donc au début, en arrivant chez Bonita, je me suis dit qu'on allait pouvoir travailler tous ensemble. J'avais fait cet audit ergonomique, hein, l'Excel que vous avez vu, pardon. L'Excel que vous avez vu ici, c'est tiré de mon arrivée chez Bonita Soft en disant on a des choses à améliorer sur Bonita. Voilà comment on va pouvoir s'y prendre. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi en plus les héros, je les avais déjà vus. Ici, ce sont des vrais collaborateurs de Bonita Soft qui faisaient un concours d'aviron, mais déguisés en super-héros. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire, mais finalement, avec la R&D, on s'est rendu compte que ça n'allait pas pouvoir fonctionner tout de suite. Et le pourquoi, c'est que finalement, on avait un projet qui était en cours et qui avait déjà pris pas mal de retard. Et donc, on était tous tributaires de la conjoncture projet. Donc effectivement, quand le projet n'est pas dans les meilleures conditions, il n'est pas du tout question d'intégrer un ergonome à ce moment-là. Il faut parer au plus pressé, notamment sur la correction de bugs ou faire en sorte que fonctionnellement, on ait déjà un produit qui soit complet avant de pouvoir dire qu'il doit être ergonomique. Donc l'intégration d'un ergonome se fait en début de projet. Là encore, on est arrivé à la fin de projet et c'était plus du tout le moment d'intégrer l'ergonomie. Donc le conseil que je pourrais vous prodiguer à ce moment-là, c'est que si vous êtes conscient et averti que l'ergonome est une compétence qui va pouvoir compléter vos équipes de développement, il faut faire ça en avance de phase, avant qu'un projet démarre, pour pouvoir faire une analyse ensemble des spécifications, des utilisateurs pressentis, parce que sinon, l'ergonome décide qu'il pourrait aller faire autre chose. Là, j'ai simplement pris patience et j'ai essayé d'aider au mieux que je pouvais à sortir le projet qui était un peu tendu à ce moment-là. Du coup, pour travailler sur cette contrainte supplémentaire en temps et en coût, comment est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, analyser cette notion de contrainte. On dit que finalement, 50% du temps de développement est consacré à résoudre des problèmes, c'est-à-dire gérer les retours des utilisateurs pour refaire les choses mieux. On se dit aussi que l'ergonomie, finalement, ça sert à un but commun. Si on se dit que le produit doit avoir du succès et doit être acheté et renouvelé par nos clients, il faut qu'il soit facile à utiliser, il faut que cette valeur perçue, elle soit réelle. Donc, ça nous rend plus efficaces au global, ça valorise l'effort de conception, et puis c'est un guide pour plus de qualité perçue. C'est donc réaliser toute la valeur de l'artisanat qui a été produit par les développeurs. Donc, on va collaborer. Pour ça, il faut échanger au jour le jour. C'est un peu encore en contradiction avec la SS2I, où on a un ergonome qui vient faire un audit, qui vous remet ce rapport, et puis il n'y a plus de jour dans la prestation, donc on va essayer de se débrouiller sans lui après. Mais ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut échanger au jour le jour, trouver une façon, expérimenter, comme on disait. Et puis, en collaborant, peut-être que les notions en ergonomie peuvent, au fur et à mesure, déteindre sur l'équipe de conception et d'implémentation. Donc, on peut tous s'impliquer pour plus d'ergonomie. C'est une composante nécessaire et intégrée. C'est un objectif qui doit être collectif quand le temps presse. On parlait d'état d'esprit. C'est essayer de réaliser que
ça sert un but qui est commun. Donc quand le temps presse, voilà ce qui peut se passer. Il faut gérer des priorités dans une release. Donc qu'est-ce qu'il faut prioriser? Est-ce que c'est une nouvelle fonctionnalité que beaucoup de clients attendent ou est-ce que c'est d'améliorer des fonctionnalités qu'on a déjà sorties, qu'on sait qu'ils ne sont pas optimales et qui vont nous prendre du temps à améliorer? Donc, quand on a une roadmap qui est ambitieuse, eh bien, on nourrit la dette ergonomique. C'est vrai qu'il y a un moment dans la vie d'une application où il faut avoir beaucoup de fonctionnalités, même si elles sont un petit peu compliquées à utiliser, pour pouvoir dire on les a. Et avec une formation, avec un accompagnement, vous pourrez les utiliser et vous pourrez réaliser des choses avec notre application. Donc là aussi, parfois, il y a des moments où on va prioriser une nouvelle fonctionnalité par rapport à une amélioration, mais ce n'est pas toujours un bon choix. Il faut toujours avoir un regard sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à peu de frais et qui finalement apporterait une grande valeur dans la qualité perçue du logiciel. Après, on se dit, on aborde une nouvelle fonctionnalité, ok, est-ce qu'on doit l'aborder sur un proof of concept de faisabilité ou est-ce qu'il faut rechercher les use cases que cette fonctionnalité devrait servir? Donc on s'aperçoit que souvent, dans les équipes de systèmes d'information, les équipes IT, on veut se rassurer. Je pense que c'est humain. On veut se rassurer sur la faisabilité technique. On veut trouver la base, trouver les composants, trouver l'architecture qui nous permettra de rendre ça possible. Pourtant, et chez Bonitasoft, ça n'a pas fait exception, on se rend compte que parfois, on se rassure sur la faisabilité, mais on ne va pas se rassurer sur la valeur. Donc, on va prendre du temps pour faire ce POC, alors qu'on n'a pas pris le temps de vraiment comprendre ce que les utilisateurs attendaient de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, l'idée aussi, dans le changement d'état d'esprit, c'est essayer de freiner la recherche de faisabilité technique au profit d'une recherche de use case qu'on va vouloir remplir avec cette nouvelle fonctionnalité pour seulement après creuser comment techniquement cela pourrait être possible. Et ensuite, sur les questions de priorité, est-ce qu'il vaut mieux consacrer l'énergie de l'équipe à faire du bug fix ou faire de l'amélioration de l'ergonomie sur certaines fonctionnalités? Donc là encore, on voudrait pouvoir atteindre un objectif zéro bug, mais cette maintenance-là, ce type de maintenance-là peut nourrir une dette ergonomique. C'est-à-dire que quand, dans un test d'utilisabilité, on se rend compte qu'une personne est complètement bloquée sur une page, elle ne sait pas comment s'en sortir, on lui demande un truc qui ne porte pas le libellé auquel elle s'attendait, du coup elle ne sait pas quoi remplir, bref, peut-être qu'il vaudrait mieux consacrer du temps à améliorer cette page-là, plutôt qu'à fixer un bug qui peut être considéré comme mineur, qui est dans un cas d'usage qui est un peu avancé, qui n'est pas du lot commun ou de la base de l'utilisation du logiciel. Donc là encore, c'est des questions compliquées, mais il faut se poser la question de pourquoi ne pas prioriser une amélioration par rapport à un bug fixe. Du coup, ce qui m'est beaucoup arrivé, c'est de se dire, bon, nous, on va livrer à date fixe. Du coup, on a d'autres fonctionnalités qui attendent dans la liste de ce qu'on doit réaliser là. On a passé assez de temps sur cette fonction et tu ne peux pas pousser pour avoir un truc parfait, donc là, on s'arrête. Donc finalement, souvent, et dans plusieurs équipes à qui j'ai parlé chez nos clients, c'est un peu ça. On se dit, bon, on a passé assez de temps. On considère que l'unité de qualité d'une feature, c'est le temps, parce que finalement, il n'y en a plus, alors c'est fini, on arrête là. Donc ça, pour nous, ce n'est pas entendable. Il faut avoir une idée de la valeur qu'on a livrée. Donc ça, on ne peut pas s'arrêter. En tant qu'ergonome, ce n'est pas entendable. C'est de toute façon mettre l'équipe à risque, mettre le produit à risque de faire une release alors qu'on n'a pas testé la valeur qu'on allait fournir. Du coup, il y en a d'autres, des ergonomes qui essayent de se battre pour l'expérience utilisateur, notamment outre-Atlantique, qui ont fait un Fight for UX en disant que les utilisateurs méritent une expérience qui soit la meilleure possible. Et il est temps pour le monde de connaître la valeur de l'expérience utilisateur. Donc, ça peut inspirer, on peut ne pas non plus en arriver là, on va quand même pas se battre. Rappelez-vous, l'objectif quand même, c'est d'arriver à émulsionner le travail de l'ergonome et des développeurs. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va repartir sur des bases, on va essayer de se donner des informations de terrain que personne ne pourra discuter pour essayer d'avoir tous le même état d'esprit. Donc on a commencé, là depuis ça a évolué, mais on a commencé en 2015 à mettre en place des personas avec ce qu'on appelle nos VIPs, nos Very Important Personas. Par exemple, c'est un petit livret avec nos 3 personas principales,
notre Java backend développeur qu'on a appelé Dave, notre front-end développeur qu'on a appelé Fred et notre système administrateur qu'on a appelé Sam. Il y en a beaucoup d'autres. En 2015, c'était les personnages sur lesquels on voulait vraiment mettre le focus. Donc, on essaie de comprendre quelles sont leurs compétences, quels sont les modules de Bonita qu'elles vont utiliser, quelles sont leurs responsabilités dans un projet en termes d'actions réalisées, de consultations à avoir, de ce dont il doit être informé. Et puis aussi, avec les interviews qu'on a menées, de savoir ce que les gens aiment et ce qu'ils n'aiment pas, globalement dans la réalisation du projet, mais aussi sur le logiciel qu'ils utilisent. Voilà, plus tout ce dont on doit se rappeler quand on conçoit une application, même une fonctionnalité dans notre application pour une persona donnée. Ça nous permet aussi, en termes de méthodologie agile, de commencer toute notre story par as Dave ou as Fred ou as Sam, pour toujours se replacer dans quel est l'utilisateur qui va bénéficier de la nouvelle feature qu'on est en train de développer. Donc ça a été la base déjà pour se recaler sur pour qui on fabrique de la valeur. Ensuite, on se dit qu'on va simplifier tous ces principes en ergonomie et tout, ces bases sous Excel, etc. Et on va essayer de construire un collectif en donnant un objectif clair, en récoltant des données du terrain et en donnant des seuils de décision. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps qui va nous dire c'est bon, vous avez assez travaillé sur une fonction, maintenant on la sort. C'est un seuil qu'on va définir tous ensemble. Donc le but, c'est de transformer tous ces principes vagues, flous, en quelque chose de simple, d'objectif et sur du booléen. Voilà, donc le collectif, on construit autour des notions de fierté. Est-ce qu'on est fier de sortir une fonctionnalité, que chacun ait son rôle à y jouer et qu'on puisse s'ouvrir l'esprit pour collaborer tous ensemble. Et donc, il y a des choses qui ont été nommées comme non négociables. De tous les principes en ergonomie, on se dit que de toute façon, ce qu'on ne peut pas négocier, c'est que l'utilisateur soit mis à succès dans ce qu'il entreprend de faire. Il faut qu'il voit la valeur. S'il est coincé devant une page et qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il était venu faire, c'est un échec. Donc ça va participer à la définition du booléen. Et puis, on ne vise pas l'IHM parfaite, okay, mais il faut que ça soit suffisamment bon. Et pour le suffisamment bon, il faut avoir mis en place des tests avec des personnes qui vont représenter nos personas. Ça, c'est les deux choses qui ne sont pas négociables. On teste avec des vrais gens qui ne sont pas nous, parce qu'on ne peut pas se mettre dans les baskets de nos utilisateurs, et on ne négocie pas le fait que la persona doit être mise à succès. Et pour collecter les données du terrain, on va inventer des méthodologies. Donc, il y a beaucoup de choses dans les méthodologies agiles, dans l'ergonomie. Nous, on a beaucoup de chance chez Bonita Soft, c'est qu'on a nos consultants qui sont des power users et qui peuvent être les premiers utilisateurs quand on va faire des fonctionnalités. Donc, avant même d'avoir façonné une fonctionnalité pour sa version alpha, on va la prétester avec nos consultants. Donc, la collection d'informations de terrain est mise au centre du processus parce que c'est la seule façon qui va nous permettre d'objectiver ce qu'on veut faire, les résultats, et de se dire qu'on arrête de discuter de c'est assez, c'est pas assez. On a un indicateur qui va nous dire si l'utilisateur est à succès ou en échec, du coup, si la fonction est prête ou pas prête à sortir. Et puis, les retours sur une checklist que je vous présente plus tard sont traités comme des bugs. Et donc là, pour la priorisation, ça va changer beaucoup de choses. On dit que si l'utilisateur n'a pas réussi, ou s'il y a des choses qu'on n'a pas estimées étant suffisamment bonnes sur notre checklist, alors on va les considérer comme des bugs et on ne pourra pas sortir une release en version bêta, qu'on considère comme prête à être testée par nos utilisateurs, si elle n'a pas, si tous ces defects-là n'ont pas été traités. Donc, de tous les principes que je vous ai présentés, on va garder une checklist. En anglais, ça marche assez bien. C'est-à-dire qu'une bonne expérience utilisateur, c'est connaître nos utilisateurs, les mettre à succès sur tous leurs use cases, faire en sorte qu'ils apprennent facilement à utiliser l'application, de pouvoir les aider à éviter et à récupérer des erreurs, à être efficaces et, cerise sur le gâteau, à apprécier l'expérience, c'est-à-dire avoir une vraie satisfaction d'utilisation. Donc, avec l'anglais, ça peut faire usable, qui est utilisable par excellence. Les utilisateurs à succès qui peuvent facilement apprendre, qui peuvent éviter et récupérer des erreurs, être efficaces et être satisfaits de leur expérience. Ça, c'est ce qu'on doit chercher. Par contre,
On se rend compte que c'est encore un peu flou sur tout ça. Nous, on va essayer de simplifier encore et de rendre vraiment non négociables certains des items de cette liste-là. Vraiment de construire un minimum. Donc, on ne va pas considérer tous les utilisateurs possibles de notre logiciel, de notre application, mais au début, on va se focaliser sur ce qu'on a appelé nos VIP. Ensuite, on ne va pas les mettre à succès sur tous les use cases possibles et imaginables, mais on va travailler sur ce qu'on appelle les basiques. Et ensuite, on va pouvoir documenter par des tutoriels ou par de la formation comment arriver quand même à réaliser les use cases qui sont moins basiques, mais en tout cas, l'interface ne devra pas forcément les soutenir de la même façon que les use cases basiques. Ensuite, on va les aider à éviter et à récupérer des erreurs, donc ça, c'est pas négociable. Et on va les aider à apprendre facilement à utiliser l'application, en plus du training qui est réalisé par nos équipes de consultants. Donc pour l'instant, on laisse de côté le côté satisfaction, parce que notamment dans la mesure et les booléens, c'est pas facile d'avoir des échelles de mesure de la satisfaction. Donc pour nous, c'est pas suffisamment terre à terre, on va dire, pour être un critère de décision. Et on va aussi pour l'instant laisser tomber le côté d'efficacité. C'est-à-dire que oui, il y a certaines de nos fonctionnalités qui nécessitent beaucoup de clics, qui ne sont pas forcément scalables dans leur première itération et qu'on s'attachera plus tard à faire évoluer dans ce côté d'efficacité. Parce qu'on doit bien commencer par quelque chose et qu'on doit avoir un plancher non négociable. Du coup, quand on dit qu'on doit connaître nos utilisateurs, voilà, il faut créer et connaître les personas principales, on en a parlé. Les mettre à succès, c'est-à-dire qu'il faut collecter et rédiger les cas d'usage et les stories. Donc oui, ça veut dire qu'il faut passer du temps avec les utilisateurs en avance de phase. J'étais il y a quelques temps dans une conférence faite pour les développeurs et il disait il est temps que l'IT sorte de son sous-sol. Et ça a eu beaucoup d'applaudissements à la fin. Je pense que c'est une tendance qui est de plus en plus représentée. Il n'y a pas de scission à avoir entre l'équipe qui va implémenter et les gens qui sont en attente de l'application. C'est-à-dire que le dialogue doit être entamé, maintenu de bout en bout. Et c'est vrai que certains développeurs n'ont pas la personnalité, n'ont pas l'envie pour aller avoir des discussions, pour recueillir les besoins. C'est là aussi que l'ergonome peut être aussi complémentaire. Essayer de faire le rouage entre les attentes, mieux comprendre comment les gens fonctionnent, et puis traduire ça pour les utilisateurs, pour les développeurs, pour les personnes qui vont implémenter. On se rend compte que par contre, les développeurs sont assez avides d'avoir les retours d'expérience. Donc, dans les tests utilisateurs, le développeur est toujours convié, voire même c'est lui qui va inviter. Quand on fait des tests en interne, le développeur va laisser son poste de travail à notre consultant. Il va lui laisser la souris et lui, il va prendre un calepin et un stylo pour noter les retours. Donc, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle le test at my desk, où on laisse l'utilisateur venir tester la fonctionnalité qui est dans sa première itération, mais en tout cas au moins pour vérifier qu'on va dans le bon sens, autant en termes de valeur fonctionnelle que d'utilisabilité. On voit si ces consultants sont à même de bien réaliser leur fonctionnalité avec ce qu'on leur propose, d'être à succès. Donc pour faire un learn qui soit efficace, il faut rendre la fonction facile à repérer pour que la valeur elle transparaisse et pour qu'elle puisse être comprise. Et pour éviter et récupérer des erreurs, alors il faut placer des éléments de guidage et puis respecter quelques guidelines pour rédiger des messages clairs et complets. En détail, qu'est-ce que ça va donner? Rendre la fonction facile à repérer. Donc il y a des choses qui existent maintenant qui sont des tours. On va proposer des pop-up qui vont permettre à l'utilisateur de prendre connaissance des concepts principaux et des principaux modes d'utilisation. Ça existe chez Bootstrap aussi. C'est très intéressant à mettre en place, mais pour ça, il faut avoir déjà compris de l'utilisateur ce qu'il ne va pas comprendre au début. Donc, il faut avoir fait le test de son application pour dire, bon, ça, c'est un concept qui est trop compliqué à expliquer. On a plusieurs options. Soit on documente, on sait bien que la documentation, c'est quand même le dernier rempart avant que l'utilisateur abandonne sur notre fonctionnalité ou notre application. La deuxième option, c'est de mettre en place ces tours qui vont permettre en peu de clics de donner accès aux concepts principaux. Donc, attraper l'attention. On se souvient du focus attentionnel à attraper dès le départ.
On peut aussi faire des tips qui sont de type promotion des fonctionnalités. Donc vous allez trouver ça dans notre UI Designer. On a un tip qui fait qu'aujourd'hui, dans une application, vous pouvez créer vous-même vos extensions de REST API. Donc ici, quand il s'agit de les utiliser, on va fournir un tip sur comment les mettre en place dans le logiciel. Elles sont faites à partir du studio. Ce n'est pas un front-end développeur qui va peut-être arriver à les mettre en place. Donc il peut demander à un back-end développeur de créer ces extensions de REST API dans le studio pour pouvoir les utiliser au moment de créer des pages ou des formulaires dans le UI Designer. Donc, on appelle ça des promotips. On fait la promotion de nos fonctionnalités parce que peut-être qu'elles sont invisibles dans le studio ou que la documentation est tellement fournie qu'on ne tombe pas forcément sur cette page-là facilement. Alors, comment on fait transparaître la valeur? Par exemple, en mettant des exemples. C'est-à-dire, là, on vous demande d'aller chercher une API pour créer une variable. Bon, on est bien conscient qu'on pourrait faire beaucoup plus efficace. Néanmoins, dans cette première itération, on vous a proposé des exemples qui sont multiples, qui vont vous permettre par un simple copier-coller d'arriver à vos fins. Donc faire transparaître la valeur, c'est déjà donner des exemples de comment ça peut s'utiliser. C'est créer des tutoriels. Forcément, ça peut être des tutoriels écrits en step by step qui sont faciles à attraper parce que quand on s'arrête à une certaine ligne, on peut facilement revenir à cette même ligne après avoir fait l'action proposée. Ça peut être aussi des vidéos qui sont un peu plus compliquées parfois, mais qui illustrent beaucoup plus facilement ce qu'il faut faire sur la UI. Donc les deux sont des bons moyens. Forcément, là maintenant, c'est plus facile sur un tutoriel écrit que sur un tutoriel vidéo. Ensuite, être compris par la persona cible. C'est vraiment important pour la compréhension et puis aussi pour favoriser la prise de décision, comme on disait tout à l'heure. Donc on a des encarts qu'on appelle des well qui vont permettre de donner de l'aide contextuelle. Ça permet d'expliquer avec des mots plus simples peut-être. Un libellé, c'est pas toujours évident. Là, on va donner de l'information sur ce que c'est, mais aussi sur comment l'utiliser dans un well. Et bien sûr, toujours offrir le filet de sécurité, la documentation qui va permettre d'en savoir plus si on a un use case un peu compliqué à faire ou si on a besoin d'autres mots de plus approfondir. Donc on en a placé à plusieurs endroits dans notre produit et dans Bonita, pour utiliser ce genre de widget, vous pouvez utiliser les textes ARIA dans le UI Designer. Ensuite, on peut aussi faire des tooltips ou de l'aide embarquée. Donc ça se fait aussi en utilisant des boutons. Vous pouvez mettre en place des boutons qui vont aider à afficher une fenêtre modale. Donc on a des fenêtres modales qui sont aujourd'hui sous la forme d'un tutoriel dans le UI Designer. Vous pouvez créer vos propres fenêtres modales qui vont s'ouvrir à l'appui sur un bouton ou sur un lien. Et ça va aider à expliquer. Là, le mot header est quelque chose qu'on connaît très bien dans les colonnes, sauf que là, la façon de l'utiliser en utilisant des objets métiers qui sont complexes, etc., méritait qu'on explique un peu mieux comment les utiliser. Donc, on peut avoir des tooltips pour expliquer la nature du mot, et on peut avoir d'autres choses qu'on va appeler des légendes pour expliquer comment l'utiliser. On a une aide embarquée, donc ça aussi c'est un plus par rapport à changer de support, aller voir le site web pour avoir la documentation, faire un search, etc. Là on a une aide embarquée qui a l'avantage d'être traduite dans les langages dans lesquels Bonita est traduit, français, anglais, espagnol, et du coup qui vous permet de comprendre peut-être plus facilement dans votre contexte d'utilisation comment vous pouvez utiliser certaines choses. Donc, aller à différents niveaux. Donc là encore, dans le UI Designer, vous pouvez créer ce genre de choses avec des boutons aide et puis des modales. Ensuite, placer des éléments de guidage pour éviter les erreurs. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va parler du format attendu avec ce qu'on appelle les légendes ou captions. Donc une liste séparée par des virgules, voilà, ça vous permet de ne pas essayer, de ne pas tâtonner avec des points-virgules ou des espaces ou des tirets ou du retour à la ligne. Voilà, on explique clairement ce qu'on attend. C'est d'autant plus important sur, par exemple, les mots de passe. Souvent, on fait des tentatives pour essayer de rentrer un mot de passe qui soit
accepter, mais on ne sait pas quelles sont les règles de validation d'un mot de passe. Donc c'est un piège tendu et on sait après coup que finalement on n'a pas respecté les règles mais qui n'étaient pas dites a priori. Donc typiquement, il est nécessaire d'expliquer ce qu'on attend pour ne pas devoir dire à l'utilisateur tu as commis une erreur. Parce que là du coup c'est piéger l'utilisateur. Donc on essaye d'être vraiment sur le mode collaboratif, on explique ce qu'on attend et ensuite l'utilisateur va naturellement se conformer à ce qui est attendu. Donc on évite les erreurs, notamment de format. On peut aussi éviter les erreurs en proposant des valeurs par défaut. C'est-à-dire que si, sans valeur, on met le système dans un état incohérent, alors il faut proposer des valeurs par défaut. En plaçant le focus dessus, on va inciter aussi l'utilisateur à aller modifier cette valeur par défaut, mais en tout cas, on s'assure que le système n'est pas dans un état incohérent. Ensuite, donner des warnings, c'est-à-dire que pour l'instant, le système n'est pas dans un état d'erreur ou d'incohérence, mais il nous semble qu'il manque des choses pour qu'au moment de la validation, tout se passe bien. Donc on va prévenir par des warnings en disant vous avez sélectionné quelque chose, mais là vous êtes en train de faire une autre action qui n'est pas en cohérence avec ce que vous avez sélectionné. Il sera temps, à un moment donné, de votre choix, de mettre tout ça en cohérence. Voilà. Ces warnings, on pourrait les acquitter, faire en sorte qu'on a bien pris connaissance de l'information, donc c'est plus la peine de nous les mettre dans les rapports de validation, ou on peut estimer qu'ils sont toujours nécessaires jusqu'à ce que l'utilisateur ait pris des actions de correction pour que finalement la validation soit complètement lisse et sans aucun obstacle. Un autre exemple de warning, c'est que là, peut-être que vous connaissez déjà si vous êtes utilisateur de Bonita, on a tout un système de gestion des modèles de données métiers. Et quand on fait une modification en base, sur le modèle, il est possible que ça soit pas gérable d'appliquer ces modifications sur la base de données elle-même, la base de données H2 qu'on embarque. Du coup, on a un warning. Et là, on se rend compte que finalement, ce warning-là ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'en interne, on dit que là, on a fait un gros pâté. Il y a beaucoup trop d'informations. L'utilisateur est pressé. Donc, ce qu'il va faire, c'est cliquer sur OK en disant, bon, de toute façon, ça paraît d'être une erreur, tout doit bien se passer, l'information, je la lirai plus tard. Sauf qu'il y avait quelque chose d'important qui était que s'il a changé certains paramètres, il faut qu'il remette à jour toute sa base de données, qu'il fasse un reset sur toute la base de données. Donc, on s'est aperçu qu'un moyen plus intéressant de faire ça, finalement, plutôt que de mettre le gros pâté tout de suite, c'était en fait de mettre le principal et puis de mettre un lien qui s'appelle More Details. Et on s'est aperçu dans nos tests utilisateurs qu'autant le gros pâté comme ça de but en blanc, c'était évité, autant le More Details, eh bien ça attire l'œil. On a le focus attentionnel qui se place tout de suite et forcément tout le monde veut avoir plus de détails et donc va aller cliquer sur More Details et va lire le deuxième paragraphe qui va lui apporter autant d'informations que ce qu'on aurait voulu lui fournir de but en blanc. Donc là, on rend nécessaire un clic supplémentaire. Mais on se rend compte que pour les warnings, ça marche beaucoup mieux qu'en donnant toute l'information de but en blanc. Donc ça, parfois aussi, quand on fait la chasse au nombre de clics, il ne faut pas toujours se dire qu'une information doit être donnée en le moins de clics possible. Parfois, on joue beaucoup sur la psychologie et sur la masse d'informations qu'on donne. Là, typiquement, on est dans le critère de la charge du travail. Trop à lire, ça va engendrer un évitement. Peu à lire, ça va engendrer un attrait. Voilà, et on a d'autres types de warnings, cela c'est dans le UI Designer. Toujours dans les warnings, quelque chose qui est important, c'est de donner comment on peut donner la solution pour que le warning ne s'affiche plus. Là ici, cliquer importer ou faire un cancel pour éviter l'information. Donc toujours essayer de bien indiquer quelles sont les fonctionnalités disponibles sur les deux options qu'on propose. Ensuite, les erreurs, forcément. Comment est-ce qu'on on indique des erreurs? Forcément, ça fait partie du feedback. Éviter les erreurs, c'est aussi confirmer qu'on va bien faire une action de suppression. Ça, c'est une erreur qui peut être fatale dans certains cas. C'est-à-dire que si le fait de supprimer quelque chose va engendrer beaucoup de travail à refaire l'élément qu'on vient de supprimer, il faut mettre une fenêtre de confirmation. Si le fait de supprimer une ligne dans un tableau qu'on a mis 2 secondes à construire n'a pas une grosse conséquence, alors il ne faut pas mettre de fenêtre de confirmation puisque le travail de lire la fenêtre, de confirmer ou pas, va nous prendre plus de temps que de recréer l'élément qu'on vient de supprimer. Donc là aussi, c'est
une réflexion à avoir de est-ce qu'on doit faire apparaître ces fenêtres de confirmation sur une suppression. Éviter les erreurs, c'est aussi donner du feedback positif quand tout s'est bien passé. Comme je vous le disais, quand on n'a pas de feedback positif, on est tenté de refaire l'action ou d'aller voir ailleurs si l'action a eu un effet. Voilà, éviter les erreurs, c'est aussi donner parfois un tableau de validation de où j'en suis quand je suis en train de concevoir quelque chose qui est très long, très complexe, comme un diagramme pour nos processus. L'idée aussi, c'est de donner des messages qui sont le plus près possible de l'erreur. Là, on se rend compte, et bon, avec Eclipse, a priori, on n'a pas d'autre option que quand on a une erreur qui se produit au niveau de cette cellule-là, name, on ne peut que afficher l'erreur en haut. Donc, on met du rouge, on essaie d'attraper le focus attentionnel. Ce qu'on est arrivé à faire récemment, c'est de mettre le libellé qui a été entré par l'utilisateur en rouge aussi pour se dire, là, il y a un problème. L'idéal serait d'avoir près de la cellule ce petit icône-là qui va nous faire comprendre plus facilement qu'il y a une erreur à laquelle il faut remédier. Voilà, et aussi des notifications en forme de toast qui vont aussi nous permettre de comprendre qu'il y a bien eu une erreur. Ce message-là était en cours d'élaboration. Enfin, rédiger des messages clairs et complets. Je vais terminer ici. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il y a beaucoup de choses qu'on peut indiquer dans un message d'erreur. Par contre, ce n'est pas nécessaire tout le temps. Ce qu'il faut inclure, c'est le fait qu'il y a eu un problème. Pas tout le temps dire que c'est une erreur de l'utilisateur. Comme je disais, quand on n'a pas dit a priori ce que l'utilisateur devait faire, c'est un peu trop facile et un peu trop agressif de dire que l'utilisateur a commis une erreur. Donc attention aussi en respectant la psychologie de l'utilisateur. Donc il faut dire qu'il y a eu un problème, il faut donner l'élément sur lequel il y a eu un problème, il faut si possible, le plus précisément possible, en déterminer la cause, en donner la sévérité et les conséquences, c'est-à-dire que ce que vous vouliez faire a pu être partiellement ou pas du tout fait. Indiquer ce que l'utilisateur peut faire pour s'en sortir et aussi donner des raccourcis d'action sous forme de boutons, ça c'est vraiment hyper apprécié. Ce qui est important aussi, c'est de donner l'information à un niveau qui est compris par la persona. Donc notamment, si on a une persona non technique et une persona technique, il faut donner l'information de base à la persona non technique et avoir, comme je le disais tout à l'heure, un lien qui va faire un expand et un collapse pour les informations plus techniques, en disant more details ou technical details, etc. Donc ce n'est pas toujours nécessaire de donner sa cause. Parfois, on ne sait pas la cause. Parfois, ce n'est pas utile de donner la sévérité parce que c'est évident. Donc, ce n'est pas la peine non plus d'enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est vraiment important d'avoir toujours en tête ce qu'il pourrait y avoir à inclure dans un message d'erreur pour que l'utilisateur puisse très facilement se sortir de cette erreur-là. Du coup, comment est-ce qu'on a formalisé tout ça? On collecte, on co-conçoit avec des mock-ups. On travaille vraiment sur nos personas. Ensuite, on fait des tests avec des personas, en tout cas des personnes qui les représentent le mieux possible. Et puis, on itère. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas arrivé à notre booléen de succès sur la tâche qui était proposée à l'utilisateur, alors on continue à travailler sur la fonctionnalité. Et ensuite, on finalise. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait des use cases qu'on n'avait pas traités. Alors, on va les finaliser sous forme de documentation, par exemple. Ou alors, on va les inclure dans un module de training. Et de bout en bout, donc, la communication avec les utilisateurs. Voilà, les utilisateurs sont vraiment fans de pouvoir contribuer à la fois à la définition de ce dont ils ont envie et à faire des retours. L'utilisateur n'est pas forcément agressif quand ce qu'on a fait en première itération ne lui convient pas. Au contraire, c'est vraiment une inclusion dans l'équipe d'implémentation. Voilà, donc là je passe assez rapidement sur le fait de la collection d'informations auprès de nos personas. Sur la conception, on met en place des méthodologies agiles, des design studios qui incluent à la fois les demandeurs et l'équipe de conception. Donc en 2 heures, on peut déjà arriver à des maquettes qui sont très faciles ensuite à implémenter et sur lesquelles l'utilisateur a déjà donné son avis, donc a priori. Ensuite, l'implémentation, bon, ça permet de définir la valeur à démontrer et puis d'écrire les tests avant toute chose. Et au moment de coder, d'avoir toujours en tête la checklist, les mock-ups, les personas,
pour vraiment comprendre comment tout de suite faire avec le plus de valeur perçue. Ensuite, les tests at my desk, hyper important quand on estime avoir terminé une itération. Quand on a une version bêta, alors là, on va commencer les tests en externe avec nos partenaires, avec nos clients. Et dans ces tests, les développeurs sont aussi attentifs à répondre aux questions et à prendre le feedback. Voilà, donc le booléen, c'est le test at my desk. C'est lui qui va nous dire si la feature est prête à être sortie ou pas. Voilà, donc le développeur, il est prêt, il invite, il ne démontre pas, il va juste énoncer les use cases, donner la souris, chercher à comprendre ce qui ne va pas, prendre des notes, constate si c'est OK ou KO et répéter l'opération avec 2 à 4 personnes à chaque fois. Voilà, et ensuite il reste la documentation à finaliser. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut tous s'impliquer pour plus d'ergonomie. C'est une composante nécessaire et intégrée, et c'est un but collectif quand le temps presse. Donc, on a juste besoin d'un collectif, d'un objectif, des données, et puis d'établir des seuils qui ne sont pas juste le temps passé sur une fonctionnalité. Voilà, je remercie Lego, notre partenaire officiel, depuis le début quand on parle de nos personas et même quand on parle de l'ergonome par rapport aux développeurs et aux chefs de projet. Très bien, je crois qu'il est temps pour nous de mettre fin à ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous souhaite une bonne fin de journée.